C'était quoi cet épisode? On se retrouve pour l'épisode 4 de la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Alors, on est le 22 janvier 2026 et on a déjà eu le droit au meilleur épisode de l'année. Mais qu'est-ce que c'était que ça, les gars? Maki Zenin, exceptionnel. Mouah. Alors cet épisode, c'est 28 minutes de plaisir. On a l'opening qui va se lancer et tout de suite après, ça va être de la bagarre et encore de la bagarre. On introduit l'épisode rapidement avec Maki qui arrive sur le site, sur le domaine des Zenin, qui rencontre Naoya, qui parle un petit peu et on voit encore une fois le mépris de la famille pour ceux qui ne possèdent pas d'énergie occulte, pour ceux qui sont faibles. Naoya va la mépriser. Son père également va la mépriser un peu plus tard dans l'épisode, quand elle va retrouver aux côtés de Mai. Et on sent que Maki est fatiguée. Elle en a que faire de cela. Elle montre même plus une seule émotion et elle continue d'aller tout droit vers son but. On a sa mère qui essaye de l'arrêter également, qui la méprise elle aussi. Maki qui continue sa route. Et là, on a un petit flashback sur Maki et Megumi qui discutent de son nouveau rôle, du fait qu'il est le nouveau chef des Zenin. Donc c'est très intéressant parce que Maki lui explique à quel point c'était bénéfique pour eux et à quel point Megumi était le candidat idéal pour être le chef des Zenin. Et c'est vrai que effectivement, Monsieur Megumi, Fushiguro, a donc la technique des Isombres, il est en lien avec Gojo, il est en lien avec Norito Shikamo et il est le fils de Toji Zenin. Il est à l'école des exorcistes, il est l'un des élèves les plus brillants, avec le plus de potentiel, le plus d'avenir. Et en termes de gène, en termes de sang pur, il est l'héritier légitime. Qu'est-ce qui fait qu'il ne pourrait pas être le chef? Et c'est intéressant parce que c'est une question qu'il va revenir plusieurs fois, je pense, dans la communauté, dans les épisodes à suivre, dans les saisons à suivre, vis-à-vis de Megumi. Cet homme a un potentiel énorme. Il a toutes les cartes en main pour devenir quelque chose d'exceptionnel. Est-ce qu'il va être à la hauteur? On le verra par la suite. On voit ensuite que la famille Zenin est en train de comploter. Et oui, même si Maki n'était pas venue sur le complexe des Zenin, elle aurait tout de même subi un complot. Ils auraient tenté de l'assassiner. Elle et Megumi. Donc on a l'un des flamboyants, Jinichi si je ne me trompe pas, qui discute avec Naoya et qui nous explique que c'est le bon moment pour passer à l'action parce que Gojo est devenu un paria, entre guillemets, condamné de la société des exorcistes. Il n'a plus sa place légitime qu'il a toujours eue en tant que chef du clan Gojo. Encore une fois, la famille Zenin, c'est celle qui nous est le plus développée, mais elle est vraiment dégueulasse par rapport aux deux autres. On voit qu'il y a des complots, des manigances pour des prises de pouvoir. Ils sont vicieux. Ils cherchent seulement la puissance, l'appât du gain. On n'a presque jamais vu de lien réellement fort en ce qui concerne leurs relations, en ce qui concerne la considération pour les autres membres de la famille. Ils sont juste là pour le pouvoir. On a ensuite donc Maki qui va confronter son père avec Mai qui s'est déjà fait goumer. Donc elle aussi elle va perdre. On va avoir une bribe du combat avec une chorégraphie qui m'a vraiment rappelé Naruto, mais ça on va y revenir plus tard. Maki, elle aussi, perd face à son père. Et ça rime. Donc on aura les deux aux portes de la mort. Et là, on va apprendre un secret du monde des exorcistes, donc du Jujutsu. Les jumeaux comptent pour une seule personne. C'est pour ça que les deux étaient limités en termes de potentiel. Avec Mai, qui ne cherchait pas à évoluer, et Maki, qui elle, de son côté, voulait devenir quelque chose de plus, on avait une contradiction. Elles n'allaient pas dans la même direction, c'était impossible d'évoluer. Mai, qui elle n'a pas de restrictions maudites, était sur le point de mourir. Elle n'avait aucune chance de survivre à ses blessures. Elle s'est donc sacrifiée pour Maki. Ce sacrifice, qu'est-ce qu'il engendre? Qu'est-ce qu'il signifie? Donc Mai qui perd la vie, ça signifie que Maki a une restriction complète. De son côté, Mai avait une énergie occulte qui n'était pas folle. Et de l'autre côté, Maki, sa restriction était incomplète. Maintenant, Maki est un pur produit de la restriction maudite. Elle est la nouvelle Toji Zenin. En parlant de nouvelle Toji, son éveil, l'éveil de Maki, sensationnel. Entre les OST qui nous ont mis tout de suite dans le bain, la réaction de son père quand il a compris qu'elle s'était débarrassée de tous les autres fléaux, il a ressenti l'aura de Toji. Il s'est chié dessus. Et là, Maki qui le one-shot en un éclair. Elle lui a coupé la tête. Là. Juste avec cette action, on comprend que Maki est passée dans une autre dimension. Et elle va nous montrer pendant tout l'épisode. On nous introduit donc l'unité cadavérique. L'unité dans laquelle Maki aurait dû être si elle n'était pas rentrée dans l'école des exorcistes. Et là,
on va avoir droit à du pur Naruto. Vraiment, j'ai senti l'inspiration de Naruto dans tout l'épisode, mais à ce moment-là, c'était réellement au summum. On avait l'impression de voir Madara face à l'alliance des Shinobi. Avec une OST magnifique qui rythmait le combat, Maki qui se débarrassait de toute l'unité une par une avec une facilité déconcertante, avec une chorégraphie magnifique, des mouvements, des détails, le sang qui gicle. À un moment, on a Maki qui fait une glissade sur le sang qui arrive face à un soldat. C'était exceptionnel. En termes d'inventivité et de chorégraphie, c'était au top. L'OST qui continue de porter ce combat, de porter cette bataille. Et là, on a l'arrivée des flamboyants. Maki, toujours avec sa nonchalance, encaisse une technique sensationnelle de l'un des flamboyants. Et là, elle va leur faire une démonstration de puissance. Elle va tous les laminer un par un. Les flamboyants qui n'ont pas été vraiment développés, mais qui avaient l'air intéressants, qui avaient l'air très puissants. C'est dommage, moi j'aurais aimé en voir plus dans le manga. Bon, c'était un peu pareil, j'aurais aimé que l'anime peut-être renforce un petit peu, je sais pas, soit les relations entre les différents flamboyants, soit leur pouvoir, leur technique qui soit mieux expliqués. Mais bon, on va pas se plaindre, ça a vraiment fait le taf. Maki les a éclatés. Et enfin, on a le boss final, donc étape par étape, on a eu l'unité cadavérique, les flamboyants et pour finir, Naoya Zenin, le chef de la famille. On a la confrontation qui commence, on voit qu'il y a des échanges de coups, les deux sont à peu près d'un niveau similaire, Naoya avec son sort de projection toujours compliqué à gérer, extrêmement rapide, et il continue de la mépriser, mais malgré tout, on sent que Naoya, encore une fois, avait un énorme respect pour Toji. Et ce combat, il est très intéressant parce qu'il va incarner deux héritages de Toji. Maki, de son côté, qui en a rien à faire de Toji concrètement, mais qui a des pouvoirs, des capacités similaires. De l'autre, Naoya, qui l'admire, mais il a un sort occulte. Il n'a rien à voir avec Toji. Donc cette confrontation sera le symbole de qui est le plus digne de cet héritage. Donc Naoya qui continue de faire ses trucs de PlayStation, il tourne autour de la map, il met des coups, il repart. Et là, Maki qui l'attend de pied ferme. Elle va l'attendre comme une bonhomme. Et là, le finish est magistral. J'ai eu l'impression de voir Luffy contre Bellamy. Donc Naoya qui pensait que Maki cherchait juste à ne pas bouger, Maki de son côté était en train d'analyser la technique. Et elle a fini par comprendre qu'il fallait bouger une cadence de 24 images à la seconde. Donc 24 mouvements. Et là, elle va lui mettre une patate. Pas deux. La mise en scène était incroyable. Avec la répétition en 3 fois de la scène. Le cri de Naoya qui est jouissif. Maki qui l'éclate au sol. Donc Maki, on a fini quasiment avec tout le clan. Elle va retrouver sa mère et l'achever elle aussi. Sa mère qui de son côté va en finir avec Naoya aux portes de la mort. Donc on a Maki qui s'en va du complexe, qui s'en va du site des Zenin avec Mai sur le dos, qui va la remettre à sa collègue de l'école de Kyoto. On a eu le droit à l'éveil de Maki, à l'éveil de quelque chose de sensationnel, de l'éveil d'une anomalie. Elle a mis fin à la terreur, si je peux dire, du clan Zenin. Les deux autres clans vont demander à la haute société des exorcistes de les radier des 3 grandes familles. Mais au-delà de tout ça, Maki s'est libérée de ses chaînes, libérée de ses oppresseurs, de ceux qui l'avaient toujours méprisé, toujours regardé de haut. Elle a non seulement passé un cap dans son esprit, mais elle a également passé un cap physique et dans ses objectifs. Elle a pu récupérer les armes dont elle avait besoin pour aller commencer la traque mortelle. L'épisode se conclut là-dessus. On a eu le droit à l'épisode de l'année encore une fois. On est le 22 janvier, mais c'était magnifique. Franchement, ça c'est le genre d'épisode que tu revois plusieurs fois. Une fois, c'est pas suffisant. Plaisir visuel, plaisir auditif, c'était incroyable. En tout cas, montez dans le train du Jujutsu Kaisen, c'est en train de monter en puissance à chaque semaine et ça va être terrible.